Bernard Chaumeil. Bonjour Lilou. J'aimerais discuter avec vous de qu'est-ce que la thérapie en fait archétypale, parce que vous avez un site, l'Institut Bernard Chaumeil, et ça fait partie d'une des trois pratiques ou des trois structures, je ne sais pas trop comment en Des parler en tro- fait, trois oui, techniques, trois enseignements, on va dire. trois enseignements. Trois approches, trois enseignements. D'accord, alors parlons de cette première approche. Qu'est-ce qu'un D'accord? archétype d'abord, tout d'abord? Alors, l'archétype, c'est une forme originelle, collective, universelle. C'est quelque chose qui touche tout le monde, toute la planète, et qui a été mise en place il y a très très longtemps par des personnages comme Jung, mais aussi par Platon, qui ont déterminé des archétypes originels, mythiques, mythologiques, comme par exemple l'eau, le feu, l'animus, l'anima. Et donc la thérapie archétypale est issue de cette approche parce qu'elle met en place en fait 22 formes pensées humaines qu'on va alimenter par des actions, des émotions, des pensées, des expériences. Et ces 22 formes pensées humaines qui sont toutes qui sont reliées à toute personne, pour moi, je les ai positionnées en 22 problématiques humaines et 22 ressources. Donc l'exemple le plus évident, c'est par exemple la problématique de la dépendance, auquel je rattache la ressource de la liberté, et qui fait que toute personne qui va vivre des expériences de dépendance, pour moi, est une personne qui travaille la liberté. Et donc j'appelle l'archétype de la liberté comme un archétype parce que c'est vraiment un schéma comportemental que tous les êtres humains travaillent. Et donc j'ai socialisé en fait des archétypes mythologiques, je les ai adaptés à un domaine thérapeutique pour aider les gens à ressentir leurs problématiques parmi les 22, à leur faire prendre conscience que leurs histoires, leurs émotions, leurs expériences, leurs souffrances, leurs maladies pouvaient être liées à l'une ou plusieurs de ces problématiques, et surtout dans l'intention de positiver ce travail, de l'optimiser, de le valoriser, en aidant les gens à basculer de la problématique à la ressource. Donc on aurait tous plusieurs archétypes, ou on incarnerait tous plusieurs archétypes à un certain Exactement. moment précis de notre vie. Je suppose que ça évolue ça aussi. Oui, ça évolue effectivement, mais c'est vrai qu'il y a comme en astrologie une forme de entre guillemets prédestination qui va faire qu'en fonction de votre bagage familial, de votre héritage, donc du vécu de votre famille avant vous, ben, vous pouvez être porteur de certaines informations émotionnelles, mais aussi de certaines informations mémorielles qui rentrent dans le cadre des archétypes. Par exemple, si on est dans l'archétype violence, haine et amour, ben, on peut avoir dans sa famille, sur des générations, des actes de violence qui ont pu être vécus, subis, avec des émotions particulièrement fortes qui ont été assujetties à ces actes de violence, et qui vont faire que des êtres comme nous, maintenant, aujourd'hui, vous et moi, qui nous regardons, eh ben, peuvent être porteurs d'une charge mémorielle et émotionnelle que la famille a entretenue au fur et à mesure des expériences de génération en génération. D'accord. Il y a même d'ailleurs à ce sujet, il y a même une science dont on a parlé il n'y a pas très longtemps à la télévision, qui est très intéressante à, à mettre à contacter, qui est l'épigénétique, et qui est en fait une génétique, une science génétique qui va montrer qu'on a effectivement des charges émotionnelles qui se sont accumulées de génération en génération et qui vont mettre dans l'organisme de quelqu'un d'aujourd'hui une espèce de prédisposition à raisonner à une expérience qui portera le même type de charge. D'accord, donc c'est là où on rejoint une autre de vos techniques. Mais si on restait dans la thérapie Archétypale. archétypale, donc en quoi cela consiste? Quels sont les différents mécanismes ou étapes de cette Alors, thérapie? la thérapie archétypale, c'est un concept. Hein. Donc, on peut le prendre comme un concept intellectuel, on peut le prendre comme une philosophie, on peut le prendre comme un travail, même une thérapie, un travail analytique, je veux dire, parce qu'en fait, c'est aider les personnes à, au travers de leurs histoires, de ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu et ce qui les amène à consulter, de pouvoir repérer la problématique qu'ils portent et de les aider à basculer dans la ressource. Donc en fait, c'est un travail de parole, c'est un travail d'analyse, de micro-analyse. Donc ça va très très vite. En quelques séances, on peut vraiment déterminer la problématique de la personne. Et puis surtout,
l'aider à contacter que cette problématique en fait met en valeur quelque chose qu'elle a peut-être pas vu jusqu'à maintenant tellement elle a souffert de sa problématique, qui est en fait la ressource qui est à sa disposition. Et que par exemple des personnes de la famille qui auraient travaillé la même chose qu'elle et qui seraient mortes de problématiques qui seraient en lien avec certains archétypes, eh ben, sont des personnes qui, dont l'âme, dont l'esprit, dont tout l'être a en fait travaillé la ressource en question, et que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui se positionne maintenant dans cette dynamique positive et non plus dans cette dynamique négative. C'est exactement un peu le reflet du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Vous avez deux verres devant vous, ils sont remplis de la même quantité d'eau. Donc au point de vue rationnel, vous avez vraiment une qualité et une quantité d'eau qui est identique. Mais vous pouvez être dans des émotions de manque parce qu'il vous manque la moitié du verre d'eau, ou vous pouvez être au contraire dans la joie de vous dire que vous avez la présence d'une quantité de verre d'eau qui est suffisante pour vous satisfaire, pour vous abreuver. Et donc votre état d'esprit, votre façon de voir va complètement changer pour le même objet, la même chose, la même réalité. C'est simplement votre façon qui va changer. Et donc mon travail de thérapie archétypale est d'aider les gens à changer de façon de voir le monde, à changer de façon de se voir dans leurs problématiques, à basculer donc de la vision de leurs problématiques à la vision de leurs ressources. Et donc, si ces personnes-là donc arrivent à se libérer d'un certain schéma collectif, ou du moins un schéma qui a été installé de génération en génération dans leur famille, il y aurait un impact au-delà de leur propre vie. Bien sûr, non seulement le travail individuel auquel vous faites allusion peut avoir une influence sur la famille, mais en plus ce travail de famille et ce travail individuel peuvent avoir une influence sur le groupe sociétaire auquel on appartient. Donc ça veut dire race, mais aussi groupe de gens qui travaillent dans les mêmes sphères, dans les mêmes territoires, etc. Donc par exemple tous les groupes qui sont actuellement en revendication d'identité, de reconnaissance, parce qu'ils ont été à un moment donné dans l'humanité maltraités ou discriminés ou pas reconnus, eh ben on assiste à une véritable demande collective de reconnaissance, ce qui se passe par exemple dans des sociétés comme France Télécom, comme ça s'est passé chez Renault, etc., avec des déprimés, des dépressifs et des suicidés, va faire qu'il y a une ambiance collective qui est déprimante et qui favorise un état d'esprit négatif. Et donc il faut soigner l'ensemble de ces gens-là. Si on soigne quelques personnes qui ont tendance à vouloir se déprimer, se suicider, et qu'on leur fait comprendre qu'ils sont des porte-drapeaux de tout un tas de gens qui sont en fait des gens qui demandent à être reconnus, à être aimés, à être considérés dans toutes leurs dimensions, corps, esprit et émotion. Alors ces gens-là non seulement n'auront plus envie de se suicider, mais ils auront le sentiment d'avoir joué un rôle pour ceux qui sont partis et pour ceux qui auront envie de le faire. Et donc on va travailler sur le collectif, c'est-à-dire sur l'esprit du groupe. Et on a beaucoup de travail à faire, bien évidemment. On peut faire une allusion aux problèmes raciaux, comme il y a eu par exemple à la Réunion, à la Guadeloupe, aux Antilles cet été, où on est passé d'un problème de revendication salariale, d'augmentation de salaire de 400 € à très très vite dans les semaines qui ont suivi à un problème racial avec des revendications qui en fait remontaient de derrière les fagots, de dessous le volcan, pour faire un jeu de mots avec le lieu, où en fait il y avait des revendications, des héritiers, des héritages, des ascendants, des personnes qui ne revendiquaient pas 400 €, mais qui revendiquaient une considération, qui revendiquaient une reconnaissance, etc. Et donc le problème était bien plus profond que ce qu'on a pu aborder. Pour les prisons, c'est la même chose. Vous pouvez avoir à travailler sur le contexte des prisons, et je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se met en place actuellement. On peut considérer quelques prisonniers ou l'ensemble de la prison, mais si on ne travaille pas sur le groupe des prisonniers et sur le groupe des geôliers, pour aider les gens à se sentir libres de quitter l'endroit où ils ont été prisonniers et de lâcher la peine pour laquelle ils ont été mis en place dans une structure comme ça, eh ben on n'arrivera à rien. Si par contre on va dans le sens de les aider à s'affranchir de leur souffrance ou de leurs blessures ou de leur jugement, et qu'on permet aussi bien aux prisonniers de se libérer de cette charge qu'aux geôliers de croire qu'ils sont vraiment affranchis de leur charge, alors on va arriver à un travail de fond collectif. Et on peut faire comme ça pour tous les retraités, tous les groupes sociaux, toutes les personnes qui sont dans des problématiques communes et qui réagissent malheureusement très souvent de manière commune, collective, avec le même comportement, avec quelque chose de prévisible et qui vient en fait d'un problème commun et qui très souvent est un manque de valorisation, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, en un mot.
Donc vous travaillez avec des organismes comme ça, des grosses J'ai structures? travaillé, oui, je travaille avec des organismes comme ça. J'ai participé, j'ai eu la chance de participer à une mission pour un organisme de formation pour des groupes sociétaires orientés sur les peaux noires, Dom-Tom et Afrique. Et on m'a demandé de vérifier, d'exprimer s'il y avait une hypothèse ou pas et de la vérifier, qu'il puisse y avoir des problèmes psycho-socio-culturels, donc des freins psychologiques à certaines situations, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait étudié que des freins objectifs, que des freins matériels, que des freins de subvention, pas de subvention, des choses comme ça, de mise en place de structures, donc des choses concrètes. Et là, l'année dernière, il m'a été demandé, et c'était vraiment une très belle chance pour tout le monde, de vérifier quelque chose de plus subtil. Et effectivement, vérification faite, il a été attesté que l'hypothèse était vérifiée et qu'il y avait bien des freins psycho-socio-culturels, donc des freins subjectifs qui pouvaient s'ajouter à des freins objectifs, par exemple. Après, j'ai eu une tentative de mission dans une prison, mais qui n'a pas abouti parce qu'il y a trop de changements et les personnes qui étaient intéressées par cette approche ont été déplacées. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail qui m'intéresse beaucoup et qui permet de travailler, d'appliquer l'archétype sur la dimension collective. Et ça, c'est passionnant. Mais on peut faire la même chose dans une famille. Hein. Oui, voilà, et même d'un point de vue individuel quand même, je veux dire, un individu pourrait vouloir faire ça et ça aurait quand même un impact. C'est pas forcément... de la même manière que pour le reste, c'est-à-dire qu'un individu, il va travailler sur sa vie, qui commence par sa vie embryonnaire fétale, dans laquelle souvent il y a des traces de blessures. Il va travailler sur sa naissance, dans laquelle il y a des traces de blessures. Il va travailler sur sa petite enfance, sur son adolescence, sur sa mise au monde actif, ensuite à sa mise amoureuse, au monde amoureux, etc. Et donc, chaque période de cette personne peut être considérée, si on veut, comme une personne à part. Donc en fait, ça va faire un groupe de gens qui sont en fait une espèce de constellation d'hologrammes d'une même personne, et parfois il faut aller soigner dans une de ces problématiques, dans un de ces satellites, pour pouvoir soigner l'ensemble de la personne. Par exemple, on va soigner la petite enfance où il y a eu un traumatisme, un viol, ou par exemple, eh ben, on va soigner un adulte d'âge mûr qui va venir soigner l'enfant qu'il a été ou qu'elle a été et qui n'a jamais été pensé, qui n'a jamais été rassuré, qui n'a jamais compris ce qui lui est arrivé, qui n'a jamais dépassé, jamais pardonné ce qui lui est arrivé. Et donc on va, avec la maturité de l'adulte, travailler la blessure de l'enfant et donc réintégrer la partie du vivant de l'adulte dans son histoire, alors que malheureusement très souvent, il y a une espèce de conflit qui s'installe avec une dichotomie entre une partie de soi, une étape de sa vie et la partie actuelle. Et cette dichotomie provoque un déséquilibre, un mal-être dans la partie actuelle, dans le présent. Donc ça pourrait être pour des personnes, par exemple, qui ont un souci de lâcher prise. Oui, bien sûr, de lâcher prise, qui pour moi, c'est un des archétypes, le lâcher prise. Hein. C'est un des archétypes qui est rattaché à l'émotionnel et qui, cette carte-là, je ne sais pas si vous allez la voir, si ça se voit. Si vous la rapprochez suffisamment de la caméra, on va la voir, peut-être. Non, voilà, non, on la voit pas. Elle arrive. Non, bon, c'est pas grave. Il suffit d'aller sur le site et puis on pourra la voir. Mais donc le lâcher prise, c'est vraiment un travail émotionnel. C'est un mot que les psys utilisent souvent et souvent ça déplaît aux personnes qui sont soignées parce que c'est comme si on leur disait débrouillez-vous, lâchez prise, mais on leur donne pas les clés pour lâcher prise. Et en fait, moi, je considère que le lâcher prise, c'est le contraire de la résistance. Donc la problématique, c'est de résister. Et le lâcher prise, c'est la liberté de libérer les émotions qu'il est nécessaire de vivre pour vraiment qu'elles ne s'installent plus dans le corps. Par exemple, une colère, une tristesse a besoin d'être exprimée, reconnue, verbalisée souvent, identifiée pour pouvoir vraiment la lâcher. Sinon, on n'a pas le réflexe spontané de se défaire de quelque chose qui n'a pas été compris. En général, on le bloque, on le garde, et cette chose taraude s'installe à l'intérieur du corps et peut provoquer des problèmes dans les organes où s'installent certaines émotions, par exemple le foie, par exemple l'estomac, concernant la colère, par exemple, ou la tristesse pour le pancréas, la rate. Quelque chose de pas digéré
verbalement, quelque chose qu'on a entendu toute sa vie et qui était désagréable à entendre. Par exemple, des parents qui disent à un enfant t'es bon à rien, t'arriveras jamais à rien. Ça s'installe dans la tête, bien évidemment, mais ça s'installe également dans l'estomac comme quelque chose d'injuste. Et donc, ça peut provoquer à la longue une somatisation dans l'estomac avec, je sais pas moi, une irritation de l'estomac, mais après des choses plus graves. Et donc, on va soigner médicalement la chose, bien évidemment, et on va la penser avec un A en y mettant souvent des cataplasmes ou des choses comme ça, hein, quand c'est pas trop grave. Mais nous, les psys, les thérapeutes, on va penser cette blessure-là avec un E cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va lui donner du sens, du bon sens. On va voir son origine, l'impact qu'elle a eu, la souffrance qu'elle a provoquée, et puis amener la personne à se libérer de cette souffrance. Et très souvent, cette libération va se faire par une démarche qui s'appelle le pardon, et pour laquelle j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Le pouvoir de notre pardon, et qui n'a rien à voir avec un pardon chrétien d'abnégation ou de charité chrétienne. C'est vraiment j'ai mal, je me soigne, et quand je me suis soigné, je vais vous dire, je me suis libéré du mal que vous m'avez fait, je vous libère de moi, je me libère de vous, et même cerise sur le gâteau, on libère la terre de notre histoire. Et ça se traduirait, d'ailleurs c'est un de vos autres outils, à un niveau cellulaire. Voilà, c'est effectivement le travail de la mémoire cellulaire que d'enregistrer des événements comme ça. On en a une preuve maintenant avec l'épigénétique que j'ai cité tout à l'heure, qui a effectivement des engrammes génétiques qui s'installent à la suite de traumatismes émotionnels qui ont été suffisamment puissants pour marquer l'individu. Pas simplement dans une petite mémoire ou dans une grande mémoire, mais dans le corps. Et donc, une problématique qui s'accentue, qui est nourrie de plusieurs éléments, va provoquer à un moment donné une entrée, non plus dans la psyché, mais une entrée de la psyché au corps physique, c'est-à-dire une somatisation. Et pour moi, toute somatisation que nous avons dans le corps va être en conséquence, en résonance d'un comportement de la psyché qui a été mis au préalable, qui a été affaibli, qui a permis ça. Voilà. Donc si on soigne les deux, c'est magnifique parce que du coup on sera à l'écoute de l'ensemble de la personne, à la fois dans son entité physique, biologique, cellulaire, physiologique, et puis en même temps dans son entité psychologique, spirituelle aussi. Donc là, le deuxième outil, effectivement, vous y avez fait allusion, ça s'appelle la biopsychosynergie, et donc c'est un travail de libération de mémoire cellulaire qui passe par un travail de contact avec le corps et qui met en relation la psyché et le corps, c'est-à-dire que dans un premier temps, on aura fait la démarche de reconnaître la charge mémorielle et émotionnelle que la personne porte par un entretien, et dans un deuxième temps, on va passer à un travail qu'on peut appeler un peu un travail de magnétisation. J'aime pas trop le mot magnétisme parce qu'il fait référence au magnétiseur. Moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Je suis plutôt dans un travail de magnétisation, c'est-à-dire de répartition de l'énergie. Et quand il y a une énergie bloquée, on essaye de la débloquer. Et pour la débloquer, parfois, il faut en induire et il faut en enlever. Et donc, par exemple, un estomac bloqué, un foie bloqué par une colère. Je travaille souvent sur les nourrissons. Par exemple, la colère du nourrisson, la colère de la naissance est une chose qui s'inscrit. Voilà. Et alors, il y a un autre outil, vous parlez de l'harmonisation lymphatique. Oui, l'harmonisation lymphatique, c'est un soin de la lymphe, c'est un massage drainant de la lymphe qui... Où se situe la lymphe, en fait ? Elle se situe dans tout le corps, très souvent, tout le temps en parallèle du sang, hein, dans les substances du corps, dans les tissus du corps. Elle suit un mouvement qui est celui du sang, en parallèle du sang. Elle a une pompe qui lui permet de fonctionner, qui est celle du sang, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pompe autonome qui lui permette de faire un circuit comme le cœur va faire avec le sang, qui va recycler 5 litres de sang tous les jours. La lymphe, elle va suivre si l'organisme est sain, si la personne est dynamique, si la personne n'est pas trop lymphatique, entre guillemets, donc c'est-à-dire un peu paresseuse. À ce moment-là, la lymphe va suivre un circuit normal d'épuration d'énergie et tout ça. Mais si la personne n'est pas dans une démarche d'hygiène de vie, qu'elle n'est pas saine, qu'elle n'est pas dans un mouvement, dans un inspire-expire, qu'elle ne mange pas forcément bien, qu'elle a un surpoids et qu'elle est soucieuse et stressée et tout ça, alors la lymphe risque d'être un peu bloquée dans des lieux du corps, les pieds, les genoux, les cuisses, la culotte de cheval, le ventre, etc. Et du coup, ne pas assurer sa fonction qui est de transporter
des nourritures à travers tout le corps, mais aussi de manière plus subtile de transporter aussi l'énergie à travers tout le corps. Et donc, ça bloque. Voilà. Donc, le travail de l'harmonisation lymphatique, c'est de proposer quelque chose de doux et qui est enveloppant, et qui est donc un massage d'à peu près 1h15, 1h30, et qui se fait dans cette idée-là d'accompagner, de restaurer un peu un mouvement qui ne se fait plus, qui n'est plus automatisé et qui a besoin d'être réactivé pour encourager les ganglions qui vont recevoir la lymphe et les lieux dans le corps où la lymphe se transforme, pour les aider à réactiver quelque chose qu'elle a un petit peu oublié ou qu'elle a mis de côté. Donc le processus met un petit moment, enfin il y a plusieurs séances ou... Oui, il faut toujours, pour toutes ces approches, quelle qu'elle soit, la thérapie archétypale, la biopsychosynergie ou l'harmonisation lymphatique, une approche peut être une information, mais en général, il faut 2 séances pour la thérapie archétypale, 2 à 3 séances pour la thérapie archétypale pour vraiment avoir identifié les problématiques et comprendre qu'on peut basculer dans la ressource. Il faut 2 à 3 séances de biopsychosynergie pour vraiment aller libérer la charge mémorielle et émotionnelle, parce qu'il y a des périodes, il y a des gens qui sont totalement dans l'ouverture, il y a des gens qui sont dans trop d'ouverture d'ailleurs aussi, il y a des gens qui sont dans la fermeture, dans la résistance. Il faut un temps de confiance, il faut un temps où on réalise qu'il se passe quelque chose, et en général les gens ont besoin de sentir qu'il se passe quelque chose au niveau cellulaire ou au niveau émotionnel, c'est là où ils vont ressentir les choses. Donc, si par exemple ils ont une forte élimination après un soin, ils vont dire « Ah, il s'est passé quelque chose », ou s'ils ont une forte émotion, moi je préférerais que ça se passe dans la douceur et dans le confort, et qu'on ne soit pas obligé de se donner des épreuves pour se prouver qu'il se passe quelque chose. Mais bon, ça, chacun réagit comme il peut. Et l'harmonisation lymphatique, pour que ce soit vraiment efficace, il faut vraiment un cycle de 3 séances pour que ça se remette en place d'une manière harmonieuse. Le sang se renouvelle tous les 10 jours. Quand on fait une harmonisation lymphatique, il faudrait au moins 3 fois, pendant 3 cycles de 10 jours, faire une séance pour que le moi soit porteur d'une nouvelle information. Donc toutes ces méthodes nous permettraient d'avoir un taux vibratoire plus élevé. Exactement. Et plus élevé pour 2 raisons. La première, parce que un taux vibratoire qui essaye de s'élever avec une charge mémorielle et émotionnelle qui n'est pas libérée, c'est pas possible. On peut pas s'élever quand on a une densité qui nous retient et qui nous empêche de nous élever. Et donc, il y a une partie libération de la charge qui est nécessaire pour alléger la vibration, et par nature, du coup, la vibration va s'élever, comme vous dites. Et puis, d'autre part, parce que les prises de conscience de notre responsabilité dans notre histoire et de notre capacité à modifier notre histoire par notre désir profond, par la reconnaissance de qui nous sommes, par des informations qu'on n'avait pas auparavant et qu'on peut ressentir, par exemple la puissance des organes, la puissance des émotions, la puissance de la pensée positive notamment, si référence au verre d'eau, etc. Tout ça va inévitablement nous changer notre état d'esprit, et changer d'état d'esprit, c'est ça qui élève la vibration. À la fois, il faut libérer le corps et en même temps changer l'état d'esprit. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage et toute cette information.